Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode sur la notion des limites, toute la question de comment on fait pour poser ses limites et à quel moment on dit non, ce qui suppose aussi de savoir à quel moment on dit oui. Alors assez souvent c'est plus facile de dire oui que de dire non, ça c'est humain, ça concerne toutes les personnes et ça s'apprend, c'est surtout ça qui est important et cette peur effectivement de dire non, comme je le disais juste maintenant, c'est une peur qui est universelle. Beaucoup de personnes se suradaptent parce que elles ont peur des conséquences. Alors moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est comment on fait pour sortir de cette peur et comment on apprend à dire les choses avec authenticité, parce que vous savez que cette authenticité m'est vraiment très très chère et ça s'apprend. On n'est pas tous égaux face à ça, mais la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'on peut faire tout un chemin par rapport à cet aspect-là des choses et effectivement exprimer les choses avec authenticité. On est dans la graine de courage, hein, si vous connaissez mon modèle de développement du cycle des potentiels avec les 5 graines. La graine de courage, c'est celle qui vient après la graine de connaissance. Donc la graine de connaissance, celle qui nous permet de nous connaître, de savoir quelles sont nos caractéristiques, par exemple. La graine de sagesse vient ensuite. C'est celle qui nous permet de nous observer, de savoir ce qui est juste pour nous, qui nous permet de ressentir les choses. Et puis, à partir du moment où on commence à ressentir les choses et de savoir ce qui est juste pour nous, c'est à ce moment-là qu'on sait les exprimer. Et donc, je vais vous proposer là maintenant toute une réflexion alentour de ça qui, j'espère, vous donneront des pistes pour semer vos propres graines. Voilà. Alors, bien se connaître, si je fais le lien avec cette thématique de poser ses limites et avoir la capacité de dire non, bien se connaître, ça passe par connaître nos besoins également. Et ça reste toujours quelque chose de relativement interpellant parce que toute une série d'entre nous n'avons tout simplement pas été éduqués dans cette notion qui consiste à répondre à nos besoins et parfois une série de personnes que j'ai accompagnées et moi-même je pense que je suis passée par là à une certaine époque, je ne savais pas ce que c'était que mes besoins parce que je n'avais pas appris. Probablement parce que mes parents l'avaient pas appris eux-mêmes, hein, mais donc ça pose une vraie question parce que quand on connaît pas nos besoins, c'est juste impossible de poser nos limites et donc si on ne sait pas poser nos limites, on ne sait pas quand dire oui, quand dire non et encore faut-il savoir comment on dit oui, comment on dit non. Ça c'est plus un aspect communicationnel que je ne traite pas spécifiquement dans cet épisode parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire, mais voilà, nos besoins. J'ai envie de vous rappeler qu'ils s'expriment de façon différente en fonction de notre singularité, hein. Je prends quelqu'un qui est concerné par la haute sensibilité qui a effectivement une sensibilité très exacerbée, pardon. Il y a des personnes qui peuvent être hypersensibles, mais qui n'ont pas cette même réactivité, pas cette même intensité. Eh bien, leurs besoins ne vont pas être les mêmes sur certains points. Okay, c'est vraiment important de considérer que les besoins sont à la fois considérés comme universels, mais dans leur manière de s'exprimer, ils sont très spécifiques, même au sein d'une même communauté. Je vais pas avoir, on est tous concernés par la haute sensibilité dans mon équipe, par exemple, et mes besoins sont pas du tout les mêmes que les besoins de toute une série d'autres personnes dans l'équipe. Et certains sont communs, bien entendu. Mais c'est important de clarifier ça, parce que parfois on a tendance à penser que la personne en face de nous a les mêmes besoins.
et on part de ce principe-là, ben ça peut être faux. En tout cas, ça vaut la peine de vérifier cet aspect-là des choses. Alors, nous connaître passe aussi par connaître nos valeurs. On n'a pas encore énormément parlé de valeurs dans le podcast, mais néanmoins c'est important, et de hiérarchiser ces valeurs en question. Donc, les valeurs, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui est important pour nous. Et les hiérarchiser, c'est ce qui nous permet de savoir dans quel ordre on les positionne si à un moment donné on a un choix à faire. Alors, je vais vous donner des exemples concrets, perso, parce que vous savez que je fonctionne assez facilement avec ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai une valeur de liberté qui est assez importante. Elle est au-dessus dans l'échelle de mes valeurs, en tout cas aujourd'hui. Ok. Et donc, la question, c'est de savoir, mais comment ça se traduit pour moi, la liberté ? Alors, ça rejoint ce que je viens de vous dire au niveau des besoins. Alors, la liberté, pour moi, c'est d'avoir la possibilité de faire ce que je veux dans mon travail, par exemple. Je vais aller sur le pro, et de pouvoir tester une série de choses sans avoir à demander l'autorisation à quelqu'un. Bon, voilà. Donc, ça vous explique déjà pourquoi je ne travaille plus en entreprise. J'aurais pu. Il y a des entreprises qui sont ouvertes à ça en fonction de certains projets. Mais moi, j'ai aussi besoin d'avoir du temps libre pour moi, pour pouvoir me ressourcer. Donc, ce qui est aussi important pour moi, c'est d'avoir une certaine flexibilité par rapport au moment pendant lesquels j'ai besoin de me ressourcer. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, comme tout le monde, j'ai beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, c'est bof, je sais pas, ça dépend des jours, évidemment, ok. Et parfois, c'est inattendu. Je peux avoir beaucoup d'énergie alors que j'ai pas beaucoup dormi, et je peux avoir peu d'énergie alors que j'ai profondément dormi. Donc, ça, c'est la nature humaine et c'est notre physiologie qui fait que on n'a pas forcément le contrôle et la maîtrise totale, en tout cas, sur ça. Et donc, je me suis déjà rendu compte que parfois, j'ai besoin de me reposer ou d'aller promener mes chiens juste après mon lunch, après avoir mangé. Puis parfois, au contraire, je me sens concentrée, j'ai besoin d'aller travailler sur un dossier spécifique. Et ça, ce que je trouve très très chouette en lien avec ma valeur de liberté, c'est que comme je travaille à mon propre compte, en dehors du fait qu'effectivement j'ai dans mon planning des réunions et je ne déplace pas les réunions pour le plaisir de les déplacer parce que j'ai pas envie d'aller promener mes chiens, bien entendu. Mais par contre, comme je travaille à mon propre compte, je me suis organisée, je me suis observée, graine de sagesse, je me suis observée dans ce qui était important pour moi, dans ma façon d'être plus alerte. Donc, je préfère les réunions le matin parce que j'ai toute ma tête et que, une fois que les réunions sont derrière moi, ça me permet d'avoir un espace-temps pour travailler sur ce que je veux sans me dire que, ah oui, j'ai une réunion et quelle heure est-ce qu'il est. Donc, vous voyez, ma valeur de liberté, elle est rencontrée de cette façon-là en ce qui me concerne. Et une fois de plus, c'est pour ça que j'ai fait, à titre perso, le choix d'avoir ma propre activité. Mais j'aurais pu imaginer ne pas avoir la traduction de ma valeur de liberté aurait pu être différente et rencontrer ce besoin-là et cette valeur-là dans un autre environnement qu'à mon propre compte. Ok. En parallèle, je vais dire, j'ai une valeur d'humanité qui est très très forte, et donc dans mon activité pro toujours, pour faire la comparaison, ça se traduit par le fait que j'ai besoin d'être dans le lien authentique avec mon équipe, avec mes partenaires, avec ma communauté également. Donc moi, les trucs, je rigole parce que pas forcément évident, mais les machins à courbettes, les partenariats où on pense où je peux pas clairement dire ce qui est important pour moi et écouter l'autre et où je vais pas me sentir à l'aise de dire non, ou au contraire de demander à la personne quelque chose, pour moi ça c'est pas un vrai partenariat, donc ça va pas correspondre à ma valeur de liberté. Et donc je suis très attentive à maintenir des partenariats dans lesquels je peux me sentir authentique et dans lesquels je ne me sens pas coincée. Ok, donc ça c'est déjà une certaine chose. Et donc j'ai besoin d'être dans le lien authentique. Et pour le moment, la valeur de liberté prend le dessus sur la valeur d'humanité. Ça ne veut pas dire que ça la remplace. C'est juste un tout petit peu au-dessus. Et donc concrètement, ce que ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, mais ça va se traduire par une organisation qui va me permettre d'être à la fois
dispo pour mon équipe et ma communauté. Comme je vous l'ai dit juste avant, hein, dans ma valeur de liberté, j'ai déjà testé ce qui va fonctionner. Okay, je fais les deux en même temps, hein, j'associe les deux, mais une fois de plus, pas n'importe quand, parce que j'ai besoin d'avoir des plages horaires pour moi, avec moi. Ok. Et donc, au plus je suis au clair avec cette valeur de liberté et que j'ai pris ces plages horaires, eh bien, au plus je dispose aussi de cet espace-temps qui va me permettre de connecter à ma valeur de liberté de façon relativement fluide. Voilà. Donc, ça, dans ce que je vous exprime ici, alors il y a plein d'exemples. Moi, j'en ai sorti un qui m'est venu assez spontanément. C'est l'illustration de la connaissance de mes besoins et de la façon dont je les traduis au quotidien. Ça, c'est pas fait en un jour. J'ai appris ça avec des allers-retours. Hein, entre ma graine de sagesse qui est, je rappelle, l'observation de ce qui me donne de l'énergie et ce qui m'en prive. Par exemple, les lundis, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Parce que les lundis, je sais que je vais vite, comme si j'émergeais de mon week-end en fait. Et j'ai besoin d'introspection les lundis. Moi, je suis pas capable d'être dans l'action les lundis. Je suis pas capable. C'est comme si mes neurones n'étaient pas encore reconnectés. Pas tout à fait. Et c'est comme si je devais me mettre lentement en route, comme une voiture qui est parquée en plein hiver. Elle va pas démarrer directement. Bah moi, c'est un peu comme ça. En tout cas, à mon âge aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai besoin de ce sas. Pour le mardi, c'est ma grosse journée. Le mardi, réunion, interview en direct, démarrage de la semaine. C'est une journée très active le mardi parce que je sais que le mardi, c'est en général une journée pendant laquelle je suis en forme. Et j'ai derrière moi tout ce que j'ai fait dans cette bulle le lundi, comme le podcast que je fais le lundi, la newsletter que j'écris le lundi, ce qui donne aussi la possibilité à mon équipe, puisque le podcast sort le jeudi et la newsletter aussi, ce qui donne la possibilité à mon équipe d'avoir un peu de temps pour mettre ça en place. Vous voyez, donc ça c'est vraiment, et j'ai pas trouvé ça tout de suite, hein, ça s'est fait par essai-erreur. Et le fait de respecter mes besoins, ça je l'ai appris ailleurs. Hein, j'ai appris graines de connaissances à travers les trajets de thérapie que j'ai pu faire en ce qui me concerne, dans certaines formations, en lisant des bouquins. C'est pas venu comme ça tout seul. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de faire cette démarche de connaissance de ses propres besoins pour apprendre à dire oui ou à dire non. Une fois de plus, qu'on ne connaît pas ses besoins, on ne sait pas. Et c'est en connaissant ses besoins qu'on va pouvoir effectivement placer ses limites, parce que si on n'a pas de limites, c'est impossible de se positionner. Ok. Alors il y a quelque chose que je trouve important de nommer ici. Et c'est pas anodin pour l'instant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. On a besoin d'agilité, on est dans un monde en mutation et donc nos limites elles peuvent varier en fonction du moment, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement et en fonction de notre état de forme, de notre énergie, etc. Ok, je vais en reparler juste après. Je vais vous donner un exemple qui sort du professionnel. J'avais envie d'aller vers autre chose. Je vais vous parler du toucher, en l'occurrence, parce que le toucher, pour les personnes hautement sensibles, c'est pas nécessairement facile. Ou au contraire, ça peut être quelque chose de très important, mais pas n'importe comment. Et donc, s'il y a bien quelque chose ou une sphère dans laquelle c'est important de poser ses limites, c'est bien celle-là. Okay. Alors, quand je dis toucher, on peut dire être touché émotionnellement, et on peut être touché physiquement. Ici, je vais m'adresser à vous par rapport au toucher physique. Okay. Alors, moi, aujourd'hui, et j'insiste sur le aujourd'hui, j'adore être touché, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par contre, je n'adore pas être touchée n'importe comment, par n'importe qui et dans n'importe quel contexte. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Dans mon besoin d'être touchée, il y a quelque chose de... Mon besoin et le fait d'aimer, okay, être touché, il y a quelque chose de l'ordre du respect, de la présence et voire même du sacré. Donc, pour moi, il y a déjà un préalable dans la notion de toucher, c'est que c'est pas n'importe comment. C'est important pour moi qu'il y ait une présence dans le fait
de la personne qui me touche, c'est qu'elle soit présente à se toucher et non pas envahissante. Envahissante, c'est moi qui vais le ressentir de cette manière-là, ou pas distante. Mais enfin, en général, quand quelqu'un est distant, il touche pas. Ok. Et il y a tout l'aspect aussi, quand on dit toucher physiquement, il y a aussi être touché émotionnellement. Donc tout ça est vraiment lié. Donc exemple. Recevoir un hug collé de quelqu'un que je ne connais pas, ça c'est juste pas la peine. Ça peut arriver parfois quand je suis dans des conférences et que je dédicace mon livre ou qu'il y a quelqu'un, c'est déjà arrivé, heureusement pas très souvent, mais des gens qui me plongent littéralement dessus. Alors j'essaie toujours de me préparer, non pas à ça spécifiquement, mais je sais que moi je prends quand je vais faire une conférence et que et je sais que je vais rencontrer des personnes, surtout quand c'est des grandes assistances. Je prends vraiment le temps de me préparer à ça et de ne pas voir trop de monde les jours qui précèdent, d'aller plus me balader, d'être reconnecté à moi, etc. pour pouvoir être plus centré quand je me retrouve dans des espaces où il y a beaucoup de monde, okay, où je sais que quelque part je vais être sollicitée, et c'est ok, je suis vraiment ok avec ça. C'est juste que mon besoin, effectivement, ça aurait été avant de prendre ce temps pour moi, de me régénérer parce que je sais que je vais en avoir besoin. Ok, j'ai fait une parenthèse et un pop-up de nouveau, mais je reviens à mes hugs collés. Ok, c'est pas ok pour moi quand on me demande pas. Voilà. Tout comme j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais adolescente et j'y retourne régulièrement. Les hugs américains, je trouve pas ça drôle du tout, quoi, parce que ça, pour moi, c'est pas un hug, c'est tellement distant que j'en vois presque pas l'intérêt. Ok, et donc c'est pas ça qui me nourrit. Voilà. Alors un autre exemple. C'était assez amusant, ça date il y a une série d'années déjà, 4-5 ans aujourd'hui. Je me retrouve dans une assistance aussi avec des personnes qui me suivent et on devait être 30-40 dans un bar-resto. Et il y a quelqu'un qui avait organisé une rencontre, c'était au Québec. Et commence à discuter, les personnes qui viennent près de moi, il y a une dame qui s'assied à côté de moi et qui à un moment donné me prend la main pour me remercier. Alors, c'était pas forcément évident parce que c'est pas typiquement ce que les gens font, mais je le ressens à ce moment-là comme un geste affectueux et un besoin pour elle de me remercier en me touchant. Il y avait quelque chose d'assez puissant et d'assez présent chez cette dame-là. Et donc, j'ai senti. Vous m'auriez demandé avant, je ne savais pas si c'était ok pour moi, mais là, j'ai pris le temps j'ai pris le temps de cette présence et de ressentir est-ce que c'est ok pour moi. Et au moment où je l'ai fait, c'était ok. Si ce n'est que cette dame, elle a tenu ma main pendant 1 heure, voire même 1 heure et demie, je ne sais plus, mais c'était long. Et donc, là, moi, je l'ai pris comme un exercice à ce moment-là, et de voir, ok, est-ce que c'est toujours juste pour moi? Et donc, je rescannais régulièrement, mais je parlais avec cette dame. Okay. Et puis, il est arrivé un moment donné où, pour moi, ça devenait trop. Ça veut dire que j'étais uniquement avec elle, et c'était peut-être inconsciemment chez elle une façon de garder l'attention, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sentais que ça n'était plus juste, parce que j'avais besoin de m'adresser à d'autres personnes, et m'adresser à d'autres personnes, même si les gens pouvaient écouter ce qu'elle disait, c'était super intéressant et c'était touchant ce qu'elle racontait et ça a fait écho chez beaucoup de personnes. Mais il est arrivé à un moment donné, moi j'avais envie de revenir à moi et j'avais envie outre le fait de revenir à moi, de pouvoir interagir et être dans le lien avec d'autres personnes et ça ne me semblait plus ok d'être touchée de cette façon-là. Et donc j'ai tout simplement dit à cette dame-là, parce qu'il y a aussi la façon de le faire, hein, j'ai tout simplement dit, alors je me rappelle sur ce coup-là, j'ai dit avec humour, est-ce que je peux récupérer ma main? J'aimerais bien la récupérer. Et en fait, ça a fait sourire la personne en question, mais une fois de plus, c'est ok. Hein, voilà. Donc il y a juste eu un moment où c'était ok pour moi et puis ça ne l'a plus été. Ce qui est juste pour moi, c'est de faire un hug, une accolade aux personnes qui me sont chères, les amis, les personnes de ma famille, des personnes avec qui j'ai fait certaines formations comme celle de l'école de la présence thérapeutique. Aujourd'hui, c'est l'école de la posture juste. Je me trompe toujours d'appellation, de changement. Quand c'est fait en présence,
J'appelle en présence, il y a quelque chose de dans l'instant présent. Je suis ancrée, je suis là avec toi. Le cœur ouvert, ça c'est juste fabuleux, j'adore. Ça fait tellement du bien. Il n'y a pas quelque chose qui pompe. Donc voilà, moi j'adore aujourd'hui, mais vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, je vous aurais dit quelle horreur. Jusqu'à travers mon développement, à travers ma capacité à accueillir que oui, j'ai une haute sensibilité et que non, ça n'est pas dangereux quand je suis capable de mettre mes limites et de dire oui ou de dire non. Bah, c'est juste fabuleux, c'est même très nourrissant. Ok. Alors un truc, c'est arrivé assez régulièrement récemment, hein, puisque j'ai vécu un deuil. Les personnes qui tentent de vous consoler en vous touchant. Pour moi, c'est compliqué parce que si j'ai rien demandé, j'ai pas envie d'être touchée. Et c'est pas parce que je pleure. Bah oui, je vis un deuil, donc je pleure. C'est normal, hein, jusque-là. C'est ok de me laisser traverser par cette tristesse. Et j'ai besoin d'être connectée à cette tristesse et de sentir que je me laisse traverser. J'ai pas besoin d'être touchée. Ça ne me rassure pas. Ça peut même être au contraire en fonction de la manière dont c'est fait. Ça peut même être envahissant et ça peut être interpellant chez certaines personnes de se dire ok, est-ce que elle touche? C'est peut-être à ça que je vous invite aussi si vous êtes à l'aise avec le toucher et que vous aimez toucher. Est-ce que vous touchez pour l'autre? Est-ce que vous touchez pour vous? Est-ce que quand quelqu'un vient ou quand vous voulez consoler quelqu'un, est-ce que vous êtes vraiment certain que c'est ça dont la personne a besoin, ou est-ce que vous le faites parce que ça vient vous toucher vous et que vous avez besoin d'être dans le lien et dans le toucher à ce moment-là? Une fois de plus, on peut transposer ça sur d'autres besoins. Hein. Donc voilà. Alors autre et dernier exemple au niveau du toucher, le massage. Moi, j'adore me faire masser. Ça fait des années que je me fais masser. Et aujourd'hui, je viens de découvrir que j'adorais aussi masser puisque je viens de faire une formation. Mais par contre, je suis très très au clair de plus en plus sur avec qui. Par exemple, quand je me fais masser. Moi, il y a personne, c'est juste pas possible pour moi. Donc, je suis très, très vigilante et j'ai mon petit réseau de personnes qui massent, chez qui je vais me faire masser. Je suis très vigilante à l'ouverture du cœur, à l'énergie de la personne. Par exemple, quelqu'un qui va pas bien, pour moi, c'est pas ok de me faire masser par quelqu'un qui va pas bien. J'ai pas besoin de capter ces énergies-là. J'ai besoin de me sentir en confiance et détendue et donc, ça arrive à tout le monde, hein, de ne pas aller bien, mais alors moi je masse pas professionnellement, mais et c'est une vraie question. C'est quand vous n'êtes pas en forme, jusqu'où vous vous autorisez à masser ou pas par rapport à ce que vous voulez transmettre à l'autre. Est-ce que l'autre peut recevoir? Je pense que c'est une vraie question. J'ai besoin de sentir l'alignement de la personne qui me masse. C'est une dame tout près de chez moi. Et elle est vraiment présente quand elle masse. Elle a vécu en Inde pendant plusieurs mois. Elle fait régulièrement des séjours dans des ashrams. Et on sent cette ouverture du cœur et cette puissance et cette présence quand elle masse. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. Ok. Et peut-être que dans d'autres circonstances, ça va être plus compliqué pour moi de me faire masser. Par exemple, il y a eu une époque où j'allais en vacances dans des gros hôtels, ce qui me correspond plus du tout, et où il y avait la possibilité de se faire masser par une dame, un monsieur, un kiné, etc. Aujourd'hui, c'est plus ce qui me parle. Hein. Je pense que ça ne m'intéresse même plus d'aller me faire masser de manière technique. On a besoin une fois de plus de cette présence. Ok? Donc là, on est parti dans le toucher pour vous donner cet exemple, hein, pour les personnes concernées par l'hypersensibilité. Il y en a peut-être qui vont me dire que non, moi c'est juste pas possible pour moi de me faire toucher. Ok, c'est bien, vous le savez, c'est bon. Donc voilà, hein, toutes les nuances. Hein, ce qui est important, c'est d'être le plus au clair possible avec cette question de la limite, effectivement, de ce qui est juste pour vous ou pas. Ça, c'est vraiment le préalable. Ensuite vient la question, c'est la graine de courage, comment je me positionne, d'oser se positionner, c'est-à-dire de montrer clairement ce qu'est notre position et donc comment j'exprime. Parce qu'il suffit pas de le savoir, je trouve que c'est déjà pas évident, mais en plus,
quand il s'agit de l'exprimer, ça c'est encore une autre paire de manches. Okay, il y a plein de peurs qui sont associées. Alors j'en ai relevé, il y en a probablement des tas d'autres, mais j'ai relevé celle que je vois le plus souvent. Il y a une peur qui est la peur du rejet, la peur d'être rejeté, où on se dit que on va plus être inclus dans une communauté, ou par exemple qu'on va pas s'intégrer au travail si on ne s'adapte pas. Et parfois on confond s'adapter et se suradapter. C'est ok de s'adapter parce que socialement il y a parfois des choses qu'on fait parce que on sait que ça va faciliter le relationnel, mais quand ça ne devient plus que ça et qu'on finit par s'en oublier et en oublier son authenticité, ça devient dramatique parce qu'on se suradapte et on s'épuise. Et donc ça, c'est pas du tout ok. Et j'insiste, c'est pas parce qu'on est concerné par la haute sensibilité ou par le haut potentiel ou le multipotentiel ou quoi que ce soit comme singularité que on est supposé se suradapter par rapport à d'autres. Je pense que c'est une question de communication, que c'est une question d'expression des besoins à titre personnel, mais également chez l'autre, de laisser l'autre exprimer ses besoins et à un moment donné de pouvoir se rencontrer là-dedans. C'est vraiment vraiment important en ce qui me concerne. Et donc quand on a peur d'être rejeté, le risque c'est qu'on n'ose pas dire non, même quand on sent que c'est pas juste pour soi. Et donc soit on va dire oui à contre-cœur, on va à contresens en fait, ou bien on répond pas, on ne se positionne pas, on longe les murs, on est dans la fuite, et on va faire comme les autres. Et ça ne tient pas sur le long terme. C'est entre autres des choses qui vont faire qu'on va perdre notre motivation, qu'on va s'épuiser, qu'on va passer en burn-out, qu'on va changer régulièrement de travail. C'est un des éléments, c'est toujours multifactoriel, mais voilà. Une autre peur associée à cette difficulté d'exprimer, c'est la peur d'être abandonné. Donc on va croire qu'on va plus être soutenu, on va pas faire confiance à ses propres ressources intérieures, on croit qu'on va pas y arriver tout seul. On va donc en réaction ou en compensation, on va devancer ce qu'on pense être les désirs ou les besoins des autres. Et attention, c'est ce qu'on pense, parce que très souvent, comme on a une difficulté dans cette graine de courage par rapport à l'expression et qu'on ne demande pas, on serait parfois bien surpris d'ailleurs de dire que c'est tout à fait ok pour l'autre ce que on a envie d'exprimer comme besoin, mais on va pas le faire. Donc non seulement on n'est pas à l'écoute de nos propres besoins, mais on n'est pas à l'écoute des besoins des autres et on extrapole. Et donc on va pas clairement dire non. Et parfois le risque aussi, c'est qu'on fasse ce que j'appelle les entourloupes. On va exprimer même parfois ses besoins à travers des techniques de manipulation, c'est-à-dire ça va pas être clair, ça va être des moyens détournés, et il arrive à un moment donné, ça peut créer un malaise effectivement. En tout cas, c'est pas clair de l'autre côté. Et donc ce qui peut arriver, c'est que l'autre trouve que c'est pas clair, ne comprenne pas, il va peut-être être happé par des choses qui vont être mal intégrées, mal perçues, et peut-être que l'autre va prendre la fuite. Et donc, si l'autre prend la fuite, vous n'avez plus personne à qui dire oui et dire non. C'est pas ça ce que vous voulez, non plus. Ok. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous avez quelqu'un qui en face de vous fonctionne là-dedans, dans ce mode de fonctionnement, c'est super important de clarifier quelle est la demande. Et donc, j'ai toute une série de personnes dans mon entourage qui fonctionnent comme ça, et ma phrase clé, qui peut d'ailleurs agacer certaines personnes, mais néanmoins, c'est « mais c'est quoi ta demande ?» Et vous pouvez aller aussi, ce que j'ai compris, c'est ça, ça et ça. Est-ce que c'est bien ça que tu me demandes? Et ça permet de donner de la clarté. Parce que sans clarté, vous ne savez pas à quoi vous dites oui et vous ne savez pas à quoi vous dites non. Et donc peut-être que vous n'allez pas vous positionner. Ok? Et donc, quand vous avez de la clarté, par contre, vous pouvez dire oui et dire non à certaines choses. Vous pouvez exprimer votre besoin. Ok, je vous donne un exemple. C'est quoi ta demande? Ou bien qu'est-ce que tu me demandes? Ok, je donne un exemple de quelque chose qui s'est passé récemment. Est-ce que tu peux clarifier quand tu me demandes si tu peux venir dormir chez moi? C'est quand est-ce que tu veux venir dormir chez moi? Parce que moi, quelqu'un qui me dit c'est ok, une amie ou un ami qui me dit je peux venir dormir chez toi? Dans l'absolu, mes amis sont les bienvenus chez moi, j'ai une chambre d'amis, mais j'ai quand même besoin d'un minimum d'infos, ok? Et donc, par exemple, c'est à partir de quand veux-tu arriver, quand repartirais-tu, ok? Et alors c'est là où c'est intéressant parce que peut-être que moi dans ma tête, je me dis c'est cool d'accueillir quelqu'un pour un week-end, et puis la personne me dit non, moi je veux venir 4 jours. Enfin, je calcule que ça fait 4 jours.
Et moi, c'est trop. C'est trop parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de temps seul, parce que je reçois quelqu'un et que ça ne me semble pas spécialement approprié que ces deux personnes-là se croisent, ou c'est juste que j'ai envie de passer du temps avec une personne que j'ai invitée au préalable et avec qui j'ai déjà fixé une date. J'ai vraiment envie d'être en tête-à-tête avec cette personne. Je n'ai pas envie de changer la date parce qu'on a mis un temps pour la trouver et que voilà, et que pour moi, accueillir quelqu'un, 2 jours c'est bien, 3 déjà c'est trop, 4 c'est juste impossible, maintenant. Alors que peut-être que si on me repose la question dans 6 mois en été, ça va être super de passer une semaine avec la même personne. Donc vraiment important de pouvoir écouter cet aspect-là des choses. Et une formulation, ça peut être donc la personne qui me dit je voudrais arriver tel jour, etc. Et puis moi je me dis que c'est trop, pas ok pour moi. C'est de dire ok, j'entends. Alors je peux t'accueillir à partir de tel jour parce que j'ai besoin de me reposer avant. Je suis fatiguée pour le moment, j'ai besoin de beaucoup de repos et tel jour j'ai de la famille en visite, une amie, etc. Et donc je t'accueillerai avec plaisir à partir de le soir après la visite de mon ami en question, par exemple. Ok? Là, on est plus dans la sphère de comment on communique, hein, mais c'est important également. Alors, dernière peur que j'ai envie d'aborder, une fois de plus, il peut en avoir une série d'autres, c'est la peur d'être vu tel que nous sommes, et surtout si on n'a pas une estime de nous très très haute, si on a un syndrome de l'imposteur, un complexe, on peut croire que c'est pas politiquement correct et pas adapté, donc on va pas oser. Il y a vraiment cette question de oser, ce qui nous empêche d'être connectés entre autres à notre grain de folie, celui qui nous permet d'oser être singulier, atypique, différent et de s'accepter pleinement dans sa singularité. Et donc qu'est-ce qu'on risque de faire? C'est de se contrôler, tenter de montrer une image parfaite, vous savez, une image lisse qui correspond à ce qu'on pense qu'il y ait de la conformité. Et même chose, là, on passe dans la suradaptation, et donc on va pas s'autoriser à être qui on est vraiment, et on va jouer un rôle, on va montrer une image qui peut être épuisante à long terme, mais qui surtout nous dit qu'on se dit non à soi-même, et que quelque part on joue pas en faveur de notre estime de nous, on se dévalorise d'une certaine manière, on croit pas en notre propre valeur. Ok? Donc ça, ce sont les peurs qui sont associées à la peur de dire non, ok? Et j'avais envie de nommer juste la question de la justification. Important de veiller à la façon dont on dit les choses. Se justifier, c'est associé au fait qu'on se sente coupable. Et donc c'est l'important de revenir à quoi vous vous êtes engagé vis-à-vis de l'autre. Est-ce que je me suis engagée, pour reprendre cet exemple, à accueillir mes amis n'importe quand à la maison? Non. Non. Je me suis jamais engagée à ça, ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis de l'autre. Et donc c'est intéressant hein, de se poser cette question-là. Pourquoi je me sens coupable? Parce qu'elle a fait un long trajet, parce que ceci, etc. Ben oui, mais c'est important de me poser la question. Quand je dis oui à l'autre, à quoi je dis non à moi? Un jour, j'ai un de mes superviseurs qui m'a dit ça a fait l'effet d'une bombe chez moi. Et je me rappelle souvent cette question-là, en fait. J'ai pas à me justifier. Je peux donner du sens, mais pas me justifier. Et la différence entre donner du sens et une explication et se justifier, c'est plus un état d'être chez nous, un état en lien avec cette culpabilité. Ok? Et une fois de plus, c'est pas binaire cette histoire-là. On peut se sentir un peu coupable et donc être un peu dans la justification ou pas du tout. Voilà. Ou beaucoup. Et là, le risque aussi, c'est si la personne insiste, c'est pas parce qu'on essaye de vous faire porter une responsabilité que vous devez y adhérer. Et ça demande un vrai travail sur soi. Au moins vous avez de l'estime de vous, au plus ça va être facile pour l'autre d'insister et de vous imposer quelque chose. Au plus vous allez développer votre estime de vous en osant, entre autres, au plus vous allez vous donner de la valeur et au plus vous allez être capable de vous donner de la valeur, au plus vous allez être capable de vous dire oui à vous et de dire à l'autre, je suis désolé, mais je ne peux pas te recevoir, je peux pas répondre à ta demande, ou pas aujourd'hui,
Hein. Si vous êtes fatigué, dire non, c'est oui, oui, je suis d'accord d'aller faire des courses avec toi ou de t'aider à choisir une robe ou de t'écouter ou de t'aider à faire tes devoirs à vos enfants, peu importe. Mais à un moment où j'aurai plus d'énergie, donc je te propose de faire ça demain ou ce week-end ou que sais-je. Donc un oui, c'est pas inconditionnel aussi. Hein. On pouvait, en vous écoutant, de dire à quel moment et dans quelles circonstances, c'est quoi le cadre dans lequel vous dites oui. Ok. Oui, j'avais envie de donner un petit exemple par rapport à mon équipe. Hein. Il y a quelque chose récemment où quelqu'un m'a renvoyé dans l'équipe que c'était à moi en tant que dirigeante d'assurer le dossier assurance. Moi, j'estime que non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que j'ai délégué le dossier à quelqu'un et je pense que la personne est plus que capable de gérer ce dossier et que moi, j'ai pas de plus-value là-dessus à partir du moment où j'ai exprimé mon besoin. Ok. Alors par contre, moi, mon rôle de chef d'entreprise, c'est on peut en parler, on peut voir où je peux lui dire avec qui voir de quoi elle a besoin pour traiter ce dossier. Je peux entendre que ce soit inconfortable parce que la personne ne sait pas encore comment faire. Mais ce qui est assez important pour moi aujourd'hui dans la gestion de l'équipe, c'est que en tant que chef d'entreprise, je n'estime pas que j'ai à reprendre tout ce que les autres ne savent pas ou ne veulent pas faire. Et encore moins de prendre en charge l'autre. Donc, là où je suis claire par rapport à mon équipe, et c'est pas un truc qui est sorti de mon chapeau, hein, il y a eu une réflexion, je me suis fait accompagner sur ça. Je suis là pour leur donner une vision, pour leur expliquer ce dont j'ai besoin en lien avec ma stratégie, et pas comment je veux que ce soit fait. Hein, donc, mon besoin, il n'est pas opérationnel, hein, c'est un besoin en lien avec ma stratégie, ma vision. Okay, donc c'est un défi pour moi parce que j'ai longtemps été dans l'opérationnel, etc. Donc moi, aujourd'hui, je veux me délester de l'opérationnel. C'est pour ça que recruter des personnes qui sont bonnes là-dedans, okay, et quelqu'un qui chapeaute. Je suis là pour donner du sens. Ça me semble important. Je suis aussi claire sur une série de choses et donc pour moi, c'est non. Que je ne veux pas faire avec mon équipe. Moi, mon piège, comme je suis coach, ça a été pendant des années de coacher mon équipe. Bah, c'est pas mon rôle, je peux pas faire les deux. Donc non, je ne suis pas là pour coacher mon équipe. Comme je ne suis pas là pour coacher ma famille, mes amis, mon amoureux ou personne qui m'est proche. Je suis là pour coacher les personnes avec qui je travaille et qui sont mes clients, mais personne d'autre. Ok. Je suis pas là pour écouter les personnes de mon équipe au-delà d'une certaine limite. Et pour moi, la limite, c'est, je peux entendre que quelque chose soit difficile émotionnellement. Mais ma limite, je ne suis pas là, je suis pas leur psy, je suis pas là pour prendre en charge, le psy ne l'est pas non plus d'ailleurs, mais pour prendre en charge leur souffrance et revenir tout le temps là-dessus. Il arrive un moment donné, ça me semble important, et comme par hasard, à partir du moment où je suis claire, bah, il se trouve que c'est pas ça qui se passe dans mon équipe actuelle, mais ça s'est passé par le passé. Je suis pas là aussi empathique que je sois, pour écouter toutes leurs difficultés. À un moment donné, il m'est arrivé de dire à certaines personnes, écoute, j'entends combien ça c'est difficile pour toi, je compatis, je vois ta souffrance, je la ressens même, mais je pense qu'aujourd'hui tu as besoin d'une aide extérieure. Moi, je ne suis pas ta psychothérapeute, je ne veux pas l'être parce que ça n'est pas mon rôle. Je suis pas impartiale et pour toute une série de raisons. Et avant tout, ça n'est pas mon rôle de toute façon. Et donc, je pense que ça serait intéressant que tu puisses trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Après, c'est le choix de la personne. Mais moi, je ne veux plus prendre ça en charge. Et c'est important de pouvoir le dire. Il y a une façon de le dire, il y a une façon de le faire en présence. Pas toujours confortable, une fois de plus, mais essentiel. Tout comme je ne suis pas là non plus et je dis non pour faire à leur place parce que ça sera mieux fait pour moi ou plus vite fait. Mais ça, le non, ça vient chercher quelque chose chez moi, c'est pas leur demande. Ça fait partie d'un de mes défis, ça a été un de mes défis, ça l'est nettement moins aujourd'hui, mais voilà. Vous voyez donc, dans les exemples, toute cette question de positionnement, la question des limites, c'est d'abord entre moi et moi, nous à nous, ok? Et ensuite vis-à-vis des autres. Je ne peux pas poser de limites claires si je n'ai pas fait le travail de mes propres limites et de la clarification de mes limites avant de la faire avec les autres. Okay. Alors il y a un tout dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est la gestion de l'incertitude parce que en ce moment c'est loin d'être anodin.
tout change tout le temps, parfois vite. J'en ai déjà un tout petit peu parlé dans ce que je vous ai partagé. Et donc c'est important d'être au clair avec le fait que ce qui était peut-être juste hier ne l'est plus aujourd'hui. Et quand je dis hier, ça peut être vraiment hier, ou il y a pas longtemps en tout cas. Donc concrètement, ça veut dire que même si nous avons été très clairs pendant tout un temps sur une série de choses, sur certaines limites, ce à quoi je disais non, je peux changer d'avis sur quelque chose. Je peux changer d'avis sur quelque chose que j'ai dit la semaine passée à mon équipe, par exemple, et peut-être que j'ai oublié de le signifier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Ou que j'avais cru que je l'avais dit, ou j'ai mal fait passer le message, j'ai pas fait clairement. Ça peut arriver. Et donc, quand je vous parle de limites, de besoins, etc., c'est vraiment un travail de tous les jours. Ça demande de la communication, ça demande de la capacité à clarifier chez nous et ensuite à exprimer. Et si on a oublié, si on a changé d'avis, c'est de donner du sens à ce changement, surtout si vous êtes entouré de personnes concernées par le haut potentiel. Le haut potentiel, il a besoin de sens. La personne concernée par la haute sensibilité aussi, mais tout le monde a besoin de sens. Mais voilà, chez certains, c'est encore plus fort que d'autres. Sinon, on crie injustice, un besoin de comprendre. Ok, grain de connaissance. Ok. Donc voilà. Ce qui me semble essentiel aussi, c'est de dire que parfois on ne sait pas. Parfois, moi, je sais pas si je veux dire oui, si je veux dire non. C'est juste pas possible dans le moment. Et parfois, ça prend même du temps parce qu'on a besoin de ce temps. Parce qu'on a peut-être vécu quelque chose qui fait que il y a eu plein de changements dans notre vie, que donc on a besoin d'intégrer et qu'on a besoin d'intégrer avant de décider. Décider, c'est pas un truc spontané. Alors certaines fois, oui. Je reprends toujours l'exemple de ma maison. Je suis rentrée dans cette maison, je savais que j'étais chez moi. C'était évident, dans le ventre, donc j'ai dit oui tout de suite. Pourtant, c'est une grosse décision. Et parfois, il y a des petites choses où, je sais pas. Par exemple, ma community manager, Sophie, m'a demandé est-ce que tu veux faire un concours et proposer ton livre. J'ai changé d'avis, j'ai dit oui, j'ai dit non, en fait, je sais pas. Et donc, comme je sais pas, je lui ai dit, écoute, non, parce que je sais pas et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et donc, aujourd'hui, je sais toujours pas. Il y a pas mal de choses qui changent, etc. Je lui ai dit, écoute, reparlement dans quelques mois. Voilà. Ok. J'ai besoin d'une vue d'ensemble, j'ai besoin d'y réfléchir. Je le sens pas spécifiquement, mais c'est pas clairement un non. Ok. Et ça peut être perturbant pour la personne en face de soi. Donc, je pense que c'est important de pouvoir accueillir chez nous que parfois il y a de l'ambiguïté et de pouvoir accueillir l'ambiguïté chez l'autre, la personne qui est en face de nous également, parce que ça fait partie de la vie. Okay, et ce qui est ambigu aujourd'hui, une fois de plus, ne le sera plus nécessairement dans quelques jours ou dans quelques mois, et pourra peut-être même être tout à fait tranché parce que il y aura eu une intégration de votre part ou de la personne en face de vous qui se positionne ou qui ne se positionne pas. Okay, donc voilà. Et puis parfois on peut juste se tromper, dire oui à quelque chose qui nous semble évident, et puis 3 jours après on se dit mais pourquoi j'ai dit oui à ça? Ou l'inverse, parce qu'on n'était pas présent à soi, parce qu'on a répondu vite, parce que on était dans l'urgence, parce qu'on faisait comme ça avant, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Souvent, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est pas revenu à la graine de sagesse et on n'est pas revenu à soi, on n'a pas observé. Et c'est pas toujours intellectuel, hein, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre du ressenti. Il y a des tas de fois où moi je me suis positionnée sans être capable d'expliquer pourquoi je disais oui ou je disais non, mais je savais que c'était juste de dire oui ou de dire non. Apprenez à vous écouter aussi sur ce côté intuitif qui, en tout cas aujourd'hui, chez moi, prédomine par rapport au reste. Alors c'est plus compliqué d'expliquer pourquoi on fait tel ou tel choix, par exemple. Pourquoi on dit oui et que on est entre guillemets sûr que c'est le bon choix. Il n'y a jamais de mauvais choix, hein, mais parfois quand l'autre a besoin d'explications, c'est effectivement plus compliqué, mais c'est la nature humaine et c'est la vie et c'est ça qui est chouette, c'est vivant. En fait, je trouve que dommage de vouloir rester sur un oui ou un non, sur des limites, des besoins, des choses carrées, parce que c'est comme si ça vivait plus. En fait, ça devient statique. Or, la vie, c'est tout à fait autre chose. Hein, et c'est bien pour ça que je parle de cette gestion de l'incertitude, parce que pour moi, c'est presque la gestion du vivant. C'est la navigation avec le vivant, voilà. Et
pour terminer sur ça, la chose, je pense qu'effectivement, quand on se trompe, c'est important de pouvoir dire, de reconnaître effectivement que, oui, je me suis trompée, je t'ai dit ça, je suis désolée. Ça m'est arrivé, puisqu'il y a de gros changements pour le moment dans ce que j'ai envie de mettre en place. Moi, je redémarre pas mal de choses à zéro dans mon entreprise, parce que le truc qui me convienne plus, je ne me sens plus alignée, donc j'ai besoin de respecter ça. Et du coup, je peux avoir un côté un petit peu girouette, et dire un truc, mais après, à part m'excuser, ça reste moi la chef d'entreprise, et à un moment donné, si je trouve que vraiment j'ai pas fait le bon choix, dire écoute, je suis désolée, je sais que tu y as mis du temps, je sais que je t'avais dit que, mais je me rends compte que j'ai fait un mauvais choix, ou en tout cas que j'ai pas fait le choix le plus approprié, et ce que j'apprends de ce que j'ai dit, c'est que j'aurais peut-être dû dire autre chose et que j'ai envie de tester d'une autre façon, etc. Et donc, je peux entendre ta frustration, etc. Mais voilà ce que je décide aujourd'hui. Ok ? Alors, pour résumer tout ça, le pire pour moi, et c'est pas que dans le fait de se positionner ou pas se positionner, de dire oui ou de dire non, c'est dans toute une série de choses, mais pour moi, le pire, c'est de ne rien faire et donc de ne pas se positionner. Et donc, si je reviens à chacune des graines de connaissances, ne rien faire, ça serait ne pas prendre ce temps de l'introspection, d'apprendre à nous connaître, dans qui nous sommes, dans ces valeurs, par exemple, dont je vous ai parlé. C'est le travail de toute une vie, parce que tout est mouvement, ma vie. Graines de sagesse, le pire, ça serait de se couper de ce que ça génère chez nous quand on ne se positionne pas. Ou quand on ne se positionne pas au bon endroit. Le pire, ce serait de se couper de ça, en fait. Graine de courage, de ne pas dire ou de ne pas faire, ou de faire l'inverse de ce qui est juste pour soi. Ok, d'aller à contre-courant et donc à contre-sens. Ok. Alors contre-courant, on peut aller graine de folie, c'est-à-dire pas comme les autres, mais plutôt d'aller à contre-sens par rapport à soi. Grain de folie, justement, ça serait de ne pas assumer sa singularité par peur de ne pas être conforme, et donc de ne pas oser aller à contre-courant parce que ça nous correspond. Alors ça demande du courage, effectivement, on est bien d'accord, mais la peur derrière ça, c'est d'être pris pour quelqu'un de barge de fou, de pas adapté, parce qu'on l'a entendu régulièrement, c'est important de mettre de la conscience dessus et de revenir à la graine de connaissance, sagesse, courage pour ça. Puis la graine d'humanité, ça serait de se suradapter sous prétexte que l'autre est plus important que soi. Et comment sortir de ça ? C'est de repasser par les graines précédentes, de prendre ce temps d'aller creuser la graine de connaissance en introspection, la graine de sagesse, de s'observer, la graine de courage, de s'exprimer. Ça c'est vraiment essentiel. Voilà. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Peut-être que vous avez fait des prises de conscience. Peut-être que ça vous donne la possibilité de tester prochainement certaines choses. Et en fait, si vous avez envie d'en savoir plus sur le modèle de développement du potentiel à travers les 5 graines, et d'ailleurs d'avoir des propositions de choses à mettre en place pour développer pour cultiver certaines de ces graines, je vous invite, c'est gratuit, à aller sur mon site www.emotiftalentueux.com, avec un tiret entre émotif et talentueux, /graines. Donc je vous répète 3 fois W, émotif au pluriel, talentueux au pluriel, donc avec un X également, .com, /graines au pluriel également. Et donc vous y aurez accès à mon quiz. Vous remplissez, il y a une série de questions. Et dès que vous l'avez rempli, vous allez recevoir un mail avec un aperçu de là où vous en êtes dans chacune de ces graines et quelles sont donc les actions que vous pouvez mettre en place pour la cultiver. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous retrouve prochainement pour un prochain épisode. À bientôt!